dépassé le milliard de chiffre d'affaires lors de notre dernier exercice. Voilà, et en fait, je suis arrivée en 2022 et bien sûr, j'anime la fonction RH, mais aussi la fonction communication et la fonction environnement de travail, ce qui me permet d'avoir une belle vision de l'expérience collaborateur. Super. Merci beaucoup, Caroline. Merci d'être avec nous ce matin. À vos côtés, Eric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed France. Bonjour, Eric. Bonjour. Pareillement, est-ce que vous voulez prendre quelques minutes pour vous présenter? Alors rapidement, moi ça fait 25 ans que je suis tombé dans la marmite des ressources humaines, 8 ans chez Indeed, donc j'ai eu plein d'expériences différentes dans le monde du recrutement, de la formation professionnelle, du reclassement aussi, individuel, collectif, avec la possibilité de voir l'observation du marché du travail dans son évolution en finalement un quart de siècle. Ça rajeunit pas. Et donc chez Indeed depuis 8 ans, Indeed qui est la première plateforme de matching de recrutement dans le monde, en France également. Donc dans le monde, on fait matcher tous les jours à peu près 580 millions de profils avec plus de 30 millions d'offres. Et donc on récolte énormément de data. Et moi j'utilise cette data qui me permet de voir quelles sont les évolutions de comportement côté recruteur, côté candidat également. Et puis au-delà de ça, on a aussi des économistes. On lance aussi un certain nombre d'études, parce que la data ne montre pas tout. Et donc l'objectif, c'est d'avoir une analyse assez fine, de travailler avec les institutionnels, les gouvernements, les entreprises, pour essayer de donner des conseils et surtout d'être le plus héroïste possible, parce qu'il y a plein de croyances dans le monde du recrutement et des ressources humaines. Et l'objectif, c'est de casser un peu ces croyances et ces biais qu'on a en étant factuel et en essayant de faire un peu de prospective. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. Merci également à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en direct aujourd'hui. N'hésitez pas à interagir entre vous dans le chat et à poser toutes vos questions dans la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat en bas de l'écran. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de la table ronde. Nous sommes ensemble pour 1 heure environ, 1 heure durant laquelle nous allons explorer les grandes tendances 2025 en matière d'attractivité et de recrutement. Donc de manière un petit peu chronologique, dans un premier temps, on parlera de marque employeur, ensuite d'expérience candidat, pour finir sur l'expérience collaborateur et la fidélisation des talents. Et puis, évidemment, je l'ai déjà dit, on fera une session de questions-réponses à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Sans plus attendre, on peut entrer dans le vif du sujet si vous êtes prêts. On est prêts. Pas de problème. Alors, c'est vrai, c'est plus un secret pour personne. Depuis la crise sanitaire, le rapport de force entre les candidats et les recruteurs s'est un peu inversé. Ça entraîner de nouveaux défis pour les entreprises. Il a fallu renforcer, concrétiser les promesses de marque employeur, définir et structurer l'expérience candidat et trouver de nouvelles méthodes, façons de retenir, même si on n'aime pas forcément ce terme, fidéliser les talents. Fidéliser, oui. Et puis 2025 pointe le bout de son nez, donc des questions se posent. Où est-ce qu'on en est concrètement au niveau du recrutement, de la rétention des talents, et comment est-ce que on va pouvoir optimiser tout ça dans les années à venir. Et c'est justement ce que nous allons tenter de décrypter aujourd'hui ensemble. Alors, je vous de commencer tout de suite par la marque employeur, qui est finalement le premier lien entre l'entreprise et le candidat. Donc, ma première question est pour vous, Eric. Une marque employeur efficace et attrayante en 2025, à quoi ça va ressembler ? Ça va ressembler à la même recette que depuis le début qu'on parle de marque employeur. Donc ça n'a pas changé. C'est la parfaite jonction entre ce que l'entreprise dit d'elle-même et ce que vos collaborateurs, candidats, disent de vous. Ouais. Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui doit être sincère et authentique. J'insiste lourdement dessus, mais la marque employeur, c'est pas du marketing et de la com, justement. C'est un vrai travail de fond. Quand on a, nous, certains clients qui nous disent ça y est, je vais mettre du budget, il faut que je m'occupe de la marque employeur, il faut que je remonte ma note dans 3 mois, il faut que je passe de 3 à 4, ça marche pas comme ça. Et vous pouvez dépenser énormément d'argent, ça ne marchera pas. Au contraire, ça sera contre-productif, contre-intuitif. Donc la marque employeur, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est définir dans l'entreprise ce que vous êtes, avec vos points forts, vos points faibles, donc votre carte d'identité, votre génome d'entreprise, entre guillemets,
Et le meilleur moyen de le définir, c'est d'interroger ses propres salariés. Donc, de regarder un peu l'histoire de l'entreprise. Et moi, c'est ce que je dis, avant de payer des agences de com, etc., faites ce premier travail d'interroger vos salariés en disant juste pourquoi tu es chez nous, pourquoi tu restes chez nous. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont ressortir, qui seront déjà naturelles, spontanées, authentiques, et ça ne sera pas du tout marketing et com. Et ça, vous pouvez le communiquer à l'externe, parce que ce que recherchent les candidats aujourd'hui, c'est justement de réussir à se projeter et d'avoir des éléments de preuve. Voilà. Donc on peut embellir un peu la réalité, mais il faut surtout pas la trahir, sinon vous avez une marque employeur qui sera pas bonne et qui peut même être dangereuse pour votre crédibilité future. Merci Eric. Vous Caroline, vous êtes donc DRH chez Manutan. Vous l'avez dit, vous avez rejoint Manutan en 2022 et l'un de vos principaux défis, ça a été aussi de construire cette marque employeur. Comment est-ce que vous avez fait pour la construire et quels ont été vos objectifs? Alors en fait, on s'était pas concerté avec Eric, mais j'ai tout fait comme il vient d'expliquer. Ouais, ça va. Donc non, et je pense que c'est comme souvent, hein, le bon sens est la meilleure façon d'agir et on se doit, si on veut être crédible auprès des candidats, de pouvoir à chaque fois justifier tout ce qu'on va aller expliquer, et il faut qu'il y ait des éléments de preuve dans voilà tous les belles phrases qu'on va construire. Donc nous, c'est vrai qu'on est parti on s'est regardé dans la glace et on s'est dit qu'est-ce qui fonctionne bien chez Manutan, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant. Il faut surtout rechercher la singularité de sa culture d'entreprise, parce que sinon tout le monde va dire un peu toujours la même chose, et donc il faut, comme dans tous les marchés, si on veut ressortir, il faut trouver des points de singularité, et après bien sûr les vérifier avec l'interne, et donc faire des ateliers avec aussi différentes fonctions dans l'entreprise, parce qu'il va falloir trouver des plus petits dénominateurs communs, parce qu'on peut pas se focuser que sur la réalité de certaines équipes. Donc ça, c'est un élément important. Donc nous, on a identifié quelques éléments pivots sur lesquels on s'est appuyé. La première chose, ça peut pas être étonnant, c'est le fait qu'on était une ETI familiale. Donc l'ETI, nous on l'appelle chez Manutan l'entreprise de taille idéale, puisqu'on trouve que pour nos collaborateurs et donc les candidats, c'est la bonne taille pour à la fois bien comprendre, être au cœur de l'activité, avoir de l'impact sur ce qu'on fait, et avoir néanmoins des perspectives d'évolution, parce que on est quand même 2500, on a une empreinte européenne, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, on est allé chercher dans notre culture d'entreprise quels sont les éléments qui nous caractérisaient et dont on allait avoir besoin chez les candidats. Parce que je pense qu'il faut être très clair aussi auprès des candidats des qualités, que ce soit en termes de compétences ou aussi de comportement, qu'on va attendre d'eux. Donc on va travailler forcément sur le collectif, qui est une valeur très importante chez Manutan, la capacité à être, désolée pour l'anglicisme, data-driven, parce que dans notre métier, les data, c'est important, et cette idée de pouvoir aussi être complètement obsédé par le client, parce que fondamentalement, on reste des commerçants, et donc tous nos collaborateurs doivent comprendre ce que c'est qu'un client et avoir envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Caroline, il y a deux choses quand même extrêmement importantes. D'une, la marque employeur n'est pas le sujet des grandes entreprises, c'est le sujet de toutes les entreprises. Les candidats sont autant intéressés à rejoindre une grande entreprise qu'une petite. Certains préfèrent d'ailleurs les petites aux grandes ou les moyennes, etc. Et les candidats ont la même attente et le même besoin, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc tout le monde doit s'occuper de sa marque employeur. Et la deuxième chose, tu en parlais très justement, c'est les valeurs. Et pour faire des recrutements efficaces, avoir un taux de turnover assez faible de gens qui collent à l'esprit de votre entreprise, ça permet aussi des recrutements plus inclusifs, parce qu'on recrute un peu plus sur les valeurs que sur les diplômes, le parcours, l'âge, etc. C'est aussi un très très bon moyen d'avoir des recrutements efficaces. Eric, vous parlez de valeurs, donc ça rejoint la nécessité d'avoir une marque employeur réellement authentique. Est-ce que vous avez des conseils pour ça à donner aux gens qui nous regardent? Ouais, alors la marque employeur, ça se travaille. On en parlait juste avant. J'ai de nombreux exemples d'entreprises qui ont arrêté de communiquer, par exemple pendant la crise sanitaire ou une crise d'entreprise. Le secteur
service à la personne, petite enfance, il y a un certain nombre de sujets là-dessus, ou des EHPAD par exemple, des entreprises qui ont arrêté complètement de communiquer, grande distribution et tout. Enfin, tout le monde a eu son lot de périodes de crise. La marque employeur, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps. Et si vous ne prenez pas la main sur cette communication de marque employeur, la communication se fait à votre dépens. Un peu comme sur les réseaux sociaux, quand on est une marque connue, c'est la même chose. Aujourd'hui, aucune grande entreprise n'envisage de ne pas avoir un œil et de surveiller ce qui se dit sur son entreprise. Donc la marque employeur, c'est exactement la même chose. Donc ça se travaille dans le temps. Il n'y a pas besoin forcément de beaucoup d'argent et de budget, on en parlait tout à l'heure. Le faire de façon authentique, c'est aussi avec son smartphone, des fois, filmer un événement qui est fait par l'entreprise, une réussite, fêter un départ à la retraite avec l'histoire de cette personne, comment il a évolué dans l'entreprise. C'est des choses assez simples et basiques. Par contre, ce qu'a dit Caroline est très important, et nous, on est très focus là-dessus, c'est les KPI. C'est-à-dire que ça demande quand même de l'investissement, et de toute façon, le recrutement et les ressources humaines va demander de plus en plus d'investissement, et ce qu'attendent les patrons dessus, c'est un retour sur investissement. Donc, si vous n'avez pas de KPI, ça va être compliqué de dire, j'ai investi 20 000 euros, 50 000 euros dans de la marque employeur, dans du recrutement. Ça rapporte quoi et c'est quoi les effets? Okay. Donc, nous, sur Indeed et Glassdoor, parce que les deux font partie du même groupe, on a des tableaux de bord, il y a des KPI, et donc on a cette capacité de traquer et de voir quand on pousse un contenu, quand on fait quelque chose, quel impact réellement ça a sur la quantité et la qualité des candidatures. Merci. En parlant de KPI, justement, Caroline, est-ce que, quels sont les résultats que vous avez pu retirer de la marque employeur que vous avez construite? Alors, de façon très factuelle, on a eu donc une année de recul, on a multiplié par 2,5 le nombre de CV reçus, donc ce qui est une très belle performance. Et je rappelle que Manutan n'est pas une marque B2C, donc pas spontanément connue par tout un chacun. Donc, l'enjeu est encore plus important en ce qui nous concerne. Et grâce justement à nos partenariats, et on en parlait avec Indeed, on a la satisfaction de savoir que 28% des candidats qui arrivent sur la page Manutan sur Indeed vont postuler, là où je crois que les statistiques sont plutôt à 15 en moyenne. Donc, ça veut dire que l'effort qu'on a pu mettre sur notre page et puis une note globale peuvent fonctionner. Et aussi, pour revenir sur ce que disait Eric en donnant un exemple précis, sur osez aussi faire des choses qui vous ressemblent, même si c'est pas parfait, même si c'est pas hyper léché, même si vous n'avez pas Francis Ford Coppola en réalisation. Donc nous, très très basiquement, Francis, on peut l'avoir. Mais... Voilà, c'est plus cher. Et donc on voulait un peu booster notre nombre de candidatures pour notre campagne d'alternance. Et on a, et d'où l'importance aussi d'avoir des jeunes dans les équipes, hein, c'est très très important. Et donc sur leur forte recommandation, on a surfé sur la vague du bien sûr que, qui avait connu son heure de gloire sur TikTok et Instagram. Et donc on a travaillé sur le bien sûr que je travaille chez Manutan donc etc. avec un angle plutôt jeune et ce qui était aussi une façon de mettre en avant les locaux et un petit peu l'ambiance de l'entreprise. Donc c'est que des collaborateurs qui ont joué le jeu. Bon, on n'est pas toujours dans de l'acteur studio, mais fondamentalement ça a énormément plu parce que justement c'était comme on est, c'est-à-dire authentique, simple, sans se prendre au sérieux. Et donc on a eu un très gros succès. Peut-être même d'ailleurs, ça il faut en avoir en tête, un trop gros succès, parce qu'on a eu une vague de candidatures, on a reçu en quelques semaines 3500 candidatures, et c'est vrai qu'on n'était peut-être pas forcément équipés pour les gérer, donc il y a eu une petite cellule de crise, parce que derrière, on en reparlera, hein, mais dans la gestion des candidatures, c'est un élément très important de promesse, hein, donc on ne peut pas laisser les candidatures sans réponse. Donc voilà, j'encourage tout le monde à avoir des idées, tenter. Voilà, vous posez pas trop de questions et c'est une façon de et encore une fois en interne, les collaborateurs ont adoré cette expérience. Donc comme le disait Eric, il faut que la marque employeur résonne avec l'interne et que l'interne soit fier de sa marque employeur. Sinon, on a vraiment tout raté. Et donc là, ça a été un grand moment, on va dire de fun auprès de tous les collaborateurs qui ont été impliqués. Super, merci beaucoup pour ce partage. Il y a un autre point qu'on n'a pas encore évoqué et qui devient de plus en plus déterminant sur est-ce que les candidats postulent ou pas, c'est l'offre d'emploi et la façon dont elle est conçue. Par exemple, juste un exemple comme ça, il y a de plus en plus de personnes qui ne postulent pas si
la rémunération n'est pas affichée sur l'offre d'emploi, par exemple. Comment est-ce qu'on fait une bonne offre d'emploi efficace aujourd'hui? Alors, j'essaie d'être synthétique parce que je pourrais en parler des heures. Mais on a d'autres sujets à aborder. L'offre d'emploi est dénigrée depuis toujours, alors que c'est le premier vecteur de communication des entreprises. Donc, bien rédiger une offre d'emploi. Pareil, là, il y a un peu de marketing, il faut donner envie. Mais je reprends ma phrase fétiche, passer d'un marché de sélection à un marché de séduction. C'est vrai qu'historiquement, on faisait une espèce de copier-coller de la fiche de poste qu'on balançait comme ça. Et puis, le manager rajoutait en plus quelques éléments supplémentaires. On est à l'approche de Noël, donc c'est un peu la liste de courses au Père Noël. Donc, on se retrouve avec des offres d'emploi hyper longues, indigestes, qui donnaient pas envie, qui étaient même plutôt faites pour décourager. C'est pas ça une offre d'emploi. Une offre d'emploi, je compare toujours ça à ce qui vous donne envie de vous voir un film, c'est la bande-annonce du film. La bande-annonce du film, elle vous donne les principaux ingrédients, mais elle vous raconte pas le film. Et donc le candidat, il n'a pas besoin qu'on lui raconte tout le job. Par contre, il a besoin d'avoir un certain nombre d'éléments clés. Donc 2 choses à retenir. Déjà aujourd'hui, quasiment 70% du trafic sur Indeed et sur l'ensemble des sites d'emploi, c'est de toute façon aux alentours de 60%, est mobile. On ne lit pas du tout les contenus de la même façon sur un smartphone que sur un écran d'ordinateur ou sur un format papier. Et donc le temps d'attention est beaucoup plus court. Donc on a une tendance à zapper, à swiper beaucoup plus vite. Donc l'offre d'emploi déjà doit être courte et concise. Nous on préconise vraiment maximum 2000 caractères. L'APEC préconise la même chose. Un certain nombre d'ATS bloquent aussi au-delà de 2000. Donc on n'est pas tout seul à le dire. Donc comme quoi ça a du sens. Il faut un titre clair. Le titre c'est le métier. Et le métier parlé par les candidats. Si vous avez un jargon interne, vous le gardez pour vous. Vous pouvez le mettre à la limite dans le contenu ou ça sera sur le contrat de travail. Mais sur tout un tas de métiers, on a parfois une quinzaine d'appellations différentes. Donc, il faut appeler un chat, un commercial, c'est un commercial. Voilà. Ensuite, tu le disais, la rémunération. Donc, il y a une loi qui va arriver, qui va de toute façon imposer la transparence salariale. Nous, on constate sur Indeed, pour vous donner des chiffres, que la même offre d'emploi qui n'affiche pas de rémunération, elle perd 80% de clics. Donc 80% de candidats qui vont même pas cliquer dessus pour la lire. Donc on a besoin à minima d'avoir une fourchette. La localisation précise, ça c'est les 3 éléments de base. Donc le métier, où c'est, combien c'est payé. Ok. Et ensuite dans le contenu, ma préco, c'est d'aller à l'essentiel sur les compétences et les aptitudes indispensables au poste pour que dans ce qu'on appelle une lecture en Z assez rapide de la part des candidats, ils comprennent tout de suite s'il peut se projeter ou s'il doit s'exclure. Donc, en gros, on parlait de diplôme, par exemple. Si le diplôme n'est pas indispensable, enlevez le diplôme. Focalisez-vous sur, pour tel métier, il faut impérativement maîtriser telle et telle compétence et 1, 2 ou 3 savoir-être. Là, vous pouvez utiliser des bullet points qui marchent très bien. Donc, 3 bullet points de compétences, 3 bullet points de savoir-être. Et ensuite, de parler de l'environnement de travail, très court, en moins de 2000 caractères. 91% des candidats cliquent ensuite sur la page entreprise, là où il y a les notes et les avis. Et donc, on voit que le premier temps de lecture d'une offre d'emploi, c'est en moyenne 8 secondes. Le temps moyen passé à lire les contenus sur la marque employeur, c'est plus de 2 minutes. C'est pour ça que l'offre d'emploi, c'est le teasing, c'est la bande-annonce, l'accroche avec les éléments clés. Et ensuite, si vous travaillez votre marque employeur, ça donne des résultats qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 fois et demi plus de candidats et de candidats de qualité qui postulent en connaissance de cause. J'essaie d'être synthétique, oui. mais... Merci à tous les deux pour vos enseignements sur cette première partie de la marque employeur. Je vous propose de passer à la deuxième partie, l'expérience candidat. Alors, c'est vrai que l'expérience candidat, on en parle de plus en plus en ce moment. On l'a dit tout à l'heure, depuis la crise sanitaire, les attentes des salariés ont évolué entre quête de sens, flexibilité, engagement, valeur de l'entreprise et rémunération encore et toujours. Les recruteurs doivent s'adapter à ces nouvelles attentes. Et il y a aussi les avancées technologiques, l'IA, etc., qui révolutionnent, enfin, qui transforment les process de recrutement. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça dans cette deuxième partie. Première question, Eric. Bon, je me doute que vous n'avez pas de boule de cristal pour lire l'avenir, mais est-ce que vous avez peut-être des premières pistes de quelles seront les attentes des candidats l'année prochaine, enfin en 2025, donc dans
Moins d'un mois. Alors, sans avoir de boule de cristal, je disais tout à l'heure que on a beaucoup de données comportementales sur les candidats. Le vrai patron chez Indeed, c'est le candidat. Donc, tout ce qu'on fait en termes de développement, etc., sont toujours faits pour les candidats. Le jour où on n'a plus de candidats, on n'a pas de clients. Donc, notre priorité, c'est vraiment de coller à la réalité du marché. Et donc, on a en moyenne à peu près 80 développements en cours en permanence qu'on teste pour voir justement ce qui plaît aux candidats, ce dont ils ont besoin, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, donc Indeed vient de fêter ses 20 ans. Indeed est né de l'idée que les candidats avaient besoin d'avoir du choix. Avant, il n'y avait pas le choix. Et quand le digital est arrivé, on voyait que 30% des offres du marché. Donc l'idée de base d'Indeed, c'était One Search All Jobs, donc une recherche tous les emplois, métamoteur de recherche. La quantité. Aujourd'hui, les candidats veulent plus la quantité, ils veulent la qualité. C'est pour ça qu'on bascule dans le matching. Ça paraît simple, mais c'est énormément de données, énormément de développement. Pour faire du matching de qualité, croyez-moi, c'est pas simple. Et côté recruteur, bah, c'est la même chose. Pendant des années, c'était en gros, je veux trouver des candidats et puis je veux du choix. Aujourd'hui, ils nous disent, bah ouais, mais ils disent, vous êtes gentil, mais limite, j'ai trop de candidats. Ou tu le disais tout à l'heure, quand il y a trop de candidats, bah, ça coûte cher. Et surtout, les entreprises prennent conscience, et c'est une bonne chose, enfin, qu'il faut répondre aux candidats, puisque encore aujourd'hui, dans quasiment 80% des cas, quand un candidat postule, il n'a pas de réponse. Donc ça, c'est la plus grande déception qui existe. Et comme on va avoir de moins en moins de candidats, parce que les viviers vont se réduire, puisqu'il y a un vieillissement de la population, donc il y a de moins en moins de jeunes et de nouveaux candidats, un taux de chômage qui va baisser, il va falloir travailler sur les viviers. Donc un candidat que vous n'avez pas retenu, il faut lui répondre pour qu'il ait une chance de repostuler, ou que vous ayez une chance, si vous traitez bien et vous gérez bien vivier, vous-même de le recontacter, parce que un candidat qui a postulé à qui vous n'avez pas répondu, dans quasiment 30% des cas, ne repostulera pas. Dans 70% des cas, aura une image négative de votre entreprise, marque employeur. Une deuxième fois, c'est quasiment fini. Après, il repostule plus. Donc, si vous êtes sur des bassins d'emploi compliqués, en tension, sur des métiers en tension et des bassins d'emploi compliqués, si vous n'avez pas un bon parcours candidat, vous tirez une balle dans le pied à très court terme. Ok. Voilà. Merci. Caroline, est-ce que vous, en tant que DRH, c'est aussi quelque chose que vous remarquez au quotidien dans vos recrutements? Oui, alors en effet, il faut qu'on fasse particulièrement attention à la façon dont on adresse ce sujet du parcours candidat. Donc là, c'est pareil, chez Manutan, on est un peu parti de zéro. On a vraiment retravaillé tout le process au regard vraiment de l'expérience candidat, pas forcément ce dont nous, on avait envie, en disant, voilà, on se met vraiment à la place du candidat pour créer quelque chose qui soit simple et qui soit pertinence. Et une des choses sur lesquelles je voulais insister, c'est à mon avis, l'erreur qu'on peut parfois commettre, c'est-à-dire d'avoir une succession d'entretiens, mais qui finalement se répètent énormément. C'est-à-dire on pose toujours les mêmes questions un peu bateau, le candidat répond toujours sur son expérience actuelle, et puis on progresse pas en fait, ni dans la connaissance de l'entreprise, ni dans la connaissance du candidat. Donc nous, une des premières choses qu'on a faites, c'est dans le parcours, déjà en limitant le nombre d'entretiens, en répartissant aussi quel était le rôle de la fonction RH dans un entretien, dans un parcours de recrutement, quel était le rôle de l'opérationnel, pour que justement ils aient plus de temps à consacrer sur leur rôle, plutôt que de vouloir à chaque fois balayer l'intégralité de la vie du candidat en 1 heure et en ayant ce sentiment de frustration qu'on n'est pas allé au bout, etc. On a aussi intégré maintenant quasiment systématiquement des cas pratiques. Parce que finalement, il y a des candidats qui peuvent être pas très à l'aise dans se vendre. Voilà, ils vendent pas très bien. D'autres qui, en revanche, sont très très bons pour se vendre. Et donc là aussi, dans une logique de laisser sa chance à tout le monde et de pas avoir trop de biais, on trouve que le cas pratique c'est intéressant parce que voilà, ça remet en plus le candidat un peu dans l'action. Et c'est plein d'enseignements et notamment on teste beaucoup la capacité à gérer de la data et à l'analyser.
dans nos process. Donc, chaque entreprise, je pense, à un moment, doit faire un espèce de reset sur comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et se poser des questions au regard du candidat. Et on a mis en place des KPI, hein, toujours cette obsession du suivi. Et donc maintenant, les candidats qui nous rejoignent, donc quand ils acceptent notre proposition, on leur envoie un petit questionnaire sur leur expérience candidat. Et après leur onboarding, on leur envoie aussi un petit questionnaire. Et parce que le onboarding est vraiment la suite du recrutement, parce que c'est là qu'il y a matching entre ce qu'on a, entre guillemets, promis, vendu et ce que le candidat, maintenant collaborateur, découvre. Donc, c'est un moment très, très important. Et on a c'est une échelle de 1 à 5, on a 4,4 sur l'évaluation candidat et 4,2, je crois, sur le onboarding. Et notre prochaine étape, parce que sinon je pensais la remarque que vous alliez me faire, c'est avoir l'expérience candidat des candidats que vous n'avez pas recrutés. Parce que ça, c'est aussi très intéressant. Parce que fondamentalement, quand ça se termine bien, il y a là un petit biais. Mais c'est un peu plus compliqué à mettre en place, pour être honnête. Là, on le fait un peu avec les moyens du bord. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Sachant que les candidats sur Indeed renseignent ça aussi, de plus en plus. Et c'est un critère qui est regardé par les candidats. Donc, il y a deux choses, c'est la difficulté et la durée du parcours de candidature. C'est OK d'avoir un parcours candidat qui est long, entre guillemets. Par contre, ce qui est très important en termes de bonne pratique, c'est de l'annoncer dès le début. Donc, ne pas hésiter à dire, chez nous, le process dure en moyenne 1 mois. Il y aura 3 entretiens. Voici les étapes, voici comment ça se passe, etc. Une fois de plus, le candidat a besoin de se projeter et d'être rassuré. Donc, il se sent pas trahi, il n'est pas dans le flou. La plupart du temps, c'est un saut dans le vide quand un candidat postule. Il sait pas. Il sait pas s'il va avoir une réponse, pas une réponse. Quand il a une réponse, la première réponse, c'est souvent une réponse automatique, ce qui est très bien. Mais après, il se passe quoi? On vous rappelle pas, je sais pas. Enfin, imaginez le niveau de stress. On a tous été candidats, donc c'est important de se remettre dedans. Et quand je disais, donc ça fait partie des notes, le matching, justement, comme c'est un élément important, la façon dont votre classement va être fait sur Indeed va dépendre de la marque employeur et notamment du parcours candidat. Donc, même si vous dépensez beaucoup d'argent chez nous, si vous avez une mauvaise marque employeur et si sur l'onglet parcours candidat, vous avez été mal noté par les candidats, vous serez forcément moins visible qu'un autre qui est un bon élève en la matière. Donc, c'est aussi un moyen de gagner de l'argent, d'optimiser vos investissements, que de travailler votre marque employeur et de travailler votre parcours candidat. Okay. Merci. Il y a un autre enjeu du process de recrutement quand on est recruteur, c'est le sourcing des candidats. Est-ce que vous avez des conseils ou des techniques? Quelles sont les techniques de sourcing les plus efficaces aujourd'hui? Et est-ce que les nouvelles technologies, l'IA, permettent de faciliter? Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on pourra quasiment plus, dans un avenir proche, recruter la veille pour le lendemain. Okay. Donc ça, c'est compliqué parce que autant les recruteurs et les RH en ont conscience, autant les managers opérationnels, beaucoup moins. Et à leur décharge, hein, ça fait un demi-siècle qu'on arrive à s'en sortir comme ça. Donc, ce qui veut dire que toutes les politiques RH doivent s'inscrire dans le temps. Donc, on parlait de marque employeur, de communication, voire de recrutement en fil rouge en permanence. Il faut toujours qu'il y ait un job derrière le poste, hein, j'insiste dessus. On ne fait pas de publication d'offres d'emploi pour faire du vivier. Auquel cas, vous pouvez vous faire couper d'ailleurs le trafic par Indeed si on s'en rend compte. Petit avertissement. Mais c'est important donc de travailler une fois de plus le vivier sur le long terme pour faire ce qu'on appelle de l'inbound recruiting, donc essayer de faire venir des candidats à soi. Mais de plus en plus, il va falloir aussi sourcer et chasser. Donc nous, on a une CVTech sur Indeed. Hein. On a développé d'ailleurs un outil qui s'appelle Smart Sourcing, donc qui intègre de l'intelligence artificielle, puisque les recruteurs nous disaient, bah oui, mais alors si je me mets à chasser, etc., faut parler des fois un peu le langage booléen, faut maîtriser l'outil, c'est compliqué. Je me retrouve avec 300 personnes qui peuvent correspondre potentiellement. Dans ces 300 candidats, qu'est-ce qui est vraiment dispo, pas dispo? Il se passe quoi? Les recruteurs font un mail type qui est détesté par les candidats. Et donc, nous, ce qu'on préconise, c'est moins de gens à contacter de façon personnalisée et plus qualitative. Donc, l'outil Indeed, depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, propose systématiquement, à travers énormément de data
pure et de data comportementale, une shortlist. Donc nous, on va regarder, pour faire du matching affinitaire, au-delà des personas, donc en essayant aussi de lutter contre les biais, les discriminations, des candidats qui correspondent sur le papier et sur la forme et sur l'intention et sur la mobilité géographique à la typologie de postes et d'entreprises que vous proposez. Et donc, le recruteur va se retrouver plutôt avec une shortlist de 20-25 candidats pour lequel il faut faire une approche personnalisée. Et là, les taux de retour sont exceptionnellement élevés. Donc ça marche. Ok. Voilà. Super, merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes sur cette partie. Et il y a un dernier point que j'aurais aimé évoquer. C'est peut-être pour vous, Caroline. Est-ce que vous avez des conseils, des best practices pour construire une marque employeur on ne parle pas du tout de marque employeur. Un parcours candidat. Un parcours candidat qui reflète vraiment les valeurs de l'entreprise chez Manutan, par exemple. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager? Je pense que ce qui est très important, c'est quand on a fait le travail amont de la marque employeur, au moins on sait quel est notre socle de discours. Et il faut bien sûr qu'on le retrouve dans l'offre d'emploi. Il faut aussi qu'on le retrouve dans le discours à la fois des RH et des collaborateurs et des managers qui recrutent. Et c'est sûrement peut-être cette étape-là qui est la plus compliquée, surtout quand on a, ce qui est le cas chez Manutan, mais je pense dans beaucoup d'entreprises, énormément de gens qui participent au processus de recrutement. Donc, ça fait autant de gens qui doivent avoir été impliqués dans le process et avoir compris un petit peu tous ces éléments de discours, tout en gardant l'authenticité, parce que moi j'ai pas envie d'avoir des recruteurs qui disent alors Manutan, attendez, donc là j'ai 10 lignes que je dois absolument caser, c'est pas ça, on comprend bien qu'il faut pas que ce soit incarné, et donc plus on est en ligne avec ce qui se passe, plus les collaborateurs sont à l'aise pour entre guillemets présenter leur entreprise de bonne façon. Donc je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la communication et de l'appropriation de tous ces éléments-là par l'ensemble des collaborateurs, pas uniquement la fonction RH. Ouais, ça c'est super important, l'alignement et la cohérence, parce que ça peut être hyper contre-productif si c'est pas le cas. Et c'est quelque chose, je pense, c'est jamais fini. Je vais juste rajouter une stat pour corroborer ce que tu dis. Quasiment 70%, 67% pour être précis, aujourd'hui des ruptures de période d'essai sont à l'initiative des salariés. Le premier motif de rupture de période d'essai, c'est l'incohérence entre la promesse et la réalité. Okay. Donc, c'est un élément clé du parcours candidat, de la marque employeur et de la promesse. Et en gros, si on m'a survendu le poste, on m'a dit ouais, c'est super, c'est sympa, très vite, on se rend compte que c'est pas le cas quand on arrive dans l'entreprise, que le onboarding est pas bon aussi. C'est genre oui, on va t'accompagner, et puis la personne arrive, il se passe rien, elle se retrouve livrée elle-même, etc. C'est le premier motif de départ pendant la période d'essai. D'où l'importance de vérifier la qualité du onboarding avec, on va dire, ce survey et d'avoir l'entretien RH aussi qui vient checker très vite est-ce qu'on est bien aligné entre ce que le candidat avait perçu et ce qu'il est en train de vivre pour très vite pouvoir éventuellement réajuster si besoin. Eh ben, en tout cas, magnifique transition vers la troisième partie avec le onboarding, puisque je vous propose tout de suite de passer à la partie sur l'expérience collaborateur. Et donc la fidélisation des talents. Parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à se dire qu'une fois que le candidat est recruté, c'est bon, c'est dans la poche. Alors que non, il faut faire en sorte, il faut lui donner les clés, il faut lui donner envie de rester avec nous. Eric, selon vous, comment est-ce qu'on fait en sorte que les candidats aient envie de rester? Ici, tout commence, pour reprendre la série de TF1. Oui, en effet, on croit que le plus dur est fait quand on a attiré le candidat, etc. Le plus dur commence une fois qu'il est là. Donc, il faut être à la hauteur de la promesse, le former, l'intégrer. Et l'objectif, une fois de plus, je déteste le mot rétention, je préfère le mot engagement, c'est d'avoir un collaborateur qui est engagé. Donc, de toute façon, avec les nouvelles générations, principalement, les gens se projettent beaucoup moins. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes qui feront pas carrière dans une entreprise et qui vont pas rester 15, 20, 25 ans sur un poste ou dans une entreprise en faisant plusieurs métiers, mais ça va être quand même de plus en plus rare. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des planètes alignées entre un besoin de l'entreprise. Il faut quand même pas oublier que un poste, ça vient de là déjà, c'est qu'il y a un besoin de l'entreprise et un collaborateur qui doit répondre à ce besoin.
Et en même temps, ce qui est un peu nouveau, c'est que l'entreprise doit de plus en plus répondre aussi aux besoins du collaborateur. C'est pour ça que je parle d'alignement. Quand on a cet alignement, on a en général un taux d'engagement qui est fort et plutôt un parcours candidat qui est efficace, et donc des gens qui restent parce qu'ils sont alignés et parce qu'ils se sentent valorisés et reconnus dans leur entreprise. Merci. Caroline, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place du coup chez Manutan pour fidéliser, engager les talents? Donc, j'apprends. Fidéliser, ça va, hein, c'est rétention. C'est rétention, je pense qu'on est d'accord avec Eric, c'est pas la bonne façon de procéder. Oui. Alors, autant on avait pas mal peut-être de retard à rattraper sur la marque employeur et sur la formalisation de nos process de recrutement, autant sur la partie fidélisation et engagement de nos collaborateurs, c'est là que on pouvait justement se reposer sur la fabuleuse culture de Manutan, l'histoire de Manutan et tout l'investissement qui a été fait dans le bien-être des collaborateurs depuis en fait la création de l'entreprise. Et ça, c'est un actif, je veux dire, pour un RH qui est juste fabuleux, puisque c'est la démonstration que le collaborateur a été placé un peu au centre de l'ambition de l'entreprise. Et je pense qu'on a fait de la symétrie des attentions avant même que l'idée ait été théorisée. Donc nous, très concrètement, on a vraiment investi déjà sur le lieu, l'endroit où on travaille, sur le campus notamment donc de notre siège social. Et déjà, il y avait une idée de garder tous nos collaborateurs au même endroit. C'est-à-dire de ne pas mettre les entrepôts d'un côté, le siège d'un autre, puisque c'est une aventure collective avant tout, Manutan. Donc ça, ça se retrouve dans l'architecture du site. Donc c'est un site de 13 hectares, c'est un petit peu grand. Hein. Et au milieu de ce site, vous avez un bâtiment qui s'appelle l'université. Donc là aussi, je pense que ça apporte tout de suite, c'est assez signifiant sur le projet d'entreprise. Et le rez-de-chaussée de ce bâtiment, c'est un centre sportif. Puisque on a toujours pensé que les valeurs du sport étaient vraiment tout à fait en cohérence avec les valeurs de Manutan. Le dépassement de soi, la progression, on gagne ensemble, on perd ensemble. Tout ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire vivre au quotidien à nos collaborateurs. Donc, c'est 1000 mètres carrés, un terrain multisport, du squash, de l'escalade, du fitness. Enfin, c'est... Pétanque? Non, pas de pétanque. Pas de pétanque. On n'est pas très bon dans l'outdoor. Il y a de la pétanque à l'intérieur, maintenant, avec des boules en sable. Ouais, on pourrait. Mais tout est possible sur Manutan. Donc, c'est peut-être que l'année prochaine, on aura de la pétanque indoor. Et au-dessus, on a donc les salles de formation, de créativité et aussi des salles un peu plus artistiques, puisqu'on a aussi des activités au sein du site comme le dessin, la musique, le théâtre, pour vraiment donner aux collaborateurs la possibilité de vivre autre chose qu'un simple travail et quand ils sont chez nous. Et je pense que c'est un très bon élément en effet de fidélisation de nos collaborateurs. Et aussi de mélange et de partage, puisque l'intérêt du sport, c'est que quel que soit votre département d'origine ou votre niveau hiérarchique, quand on joue au foot, quoi. Voilà. Donc ça fonctionne assez bien et tous nos team building, etc. sont faits du coup dans le centre sportif. Donc c'est un élément de management et de culture d'entreprise. Et si j'ai encore 30 secondes, parce qu'il faut quand même que je parle de mon restaurant d'entreprise. Parce que j'allais en parler. C'est une valeur. On sait qu'en France, la nourriture, c'est important. Oui, et voilà, c'est sacré. Et donc, nous, on a un restaurant avec une équipe Manutan, un chef Manutan. On mange frais. On travaille avec les producteurs locaux. On est vraiment à 80% d'origine de fourniture autour du site. Et ça, c'est aussi, on décide de le faire parce qu'on pense que c'est bon pour les collaborateurs. Enfin, clairement, économiquement, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est pas l'idée, c'est de pouvoir apporter quelque chose aux collaborateurs qu'ils n'auront pas ailleurs et qui est un peu la signature de Manutan et de l'engagement d'entreprise pour leur bien-être. Ça, c'est vraiment une nouvelle tendance et bravo à Manutan parce qu'en plus, par la nature de votre activité, on n'imagine pas du tout une entreprise capable de faire tout ça. Et l'objectif depuis le Covid, c'est, alors sur des postes télétravailleurs notamment, c'est de faire revenir les collaborateurs au travail. En tout cas, c'est de donner envie aux gens de venir.
parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait être aussi productif, si ce n'est plus ailleurs. Et donc, on vient pas que pour le travail. Et si on vient parce qu'on a plaisir à retrouver ses collègues, parce qu'on peut faire autre chose que le travail, ça permet de développer le collectif. Si on a plaisir à manger sur son lieu de travail et que c'est pas juste je mange sur mon lieu de travail, juste la notion de plaisir se ressent justement sur l'engagement, sur le turnover, sur l'absentéisme, etc., etc. Donc c'est plein de petites choses qui, oui, coûtent de l'argent, comme tu l'as dit, hein, c'est un investissement. Mais si on regarde les chiffres de Manutan en termes d'engagement, d'attractivité, de turnover et d'absentéisme, c'est toutes ces petites choses qui font que, ça joue et ça fait la différence entre Manutan et un concurrent. Et puis il y a un autre enjeu aussi pour engager et fidéliser les talents, c'est le management. Quel rôle joue la culture managériale dans l'attractivité d'une entreprise? Pour moi, c'est fondamental. Il y a une phrase très connue en RH qui est on rejoint une entreprise, on quitte un manager. Voilà, on peut, nous, chez Manutan, proposer tout ça, avoir une très belle culture et une super expérience sur le site. Si, en fait, ça passe pas avec le manager et il y a une relation qui s'établit pas bien, la personne, elle sera pas heureuse. Donc, c'est pour ça qu'on investit beaucoup de temps dans la formation de nos managers et c'est vraiment une formation en continu. Donc, bien sûr, il y a les grandes étapes. Quand on devient manager, bon, là, on a vraiment un parcours très solide. Mais en fait, ça s'arrête jamais, l'apprentissage du management. Donc, dès qu'on va créer un nouveau process RH, une nouvelle revue de performance, on réunit tous les managers pour leur expliquer les bonnes pratiques, les bonnes questions, les bonnes postures. Donc là, on a un objectif, par exemple, pour tous les managers du groupe, donc au sein de toute l'Europe, qui est de bien respecter tous les rituels managériaux de Manutan, et il y en a beaucoup, pour justement s'assurer qu'on garde, on va dire, notre niveau sur la partie management, parce que la partie n'est jamais gagnée. Et surtout quand il y a un petit peu de tension, quand on peut être très occupé par l'opérationnel, donc on se dit du coup je verrai mon collaborateur un peu plus tard, là j'ai pas le temps. C'est ce type de choses sur lequel il faut être vigilant parce que c'est un engagement du quotidien d'être manager. Et ouais. Et peut-être un petit mot aussi sur le télétravail parce que je pense que ça va avec aussi les convictions qu'on a en termes de management. C'est-à-dire que nous on considère qu'il faut qu'il y ait un respect et une confiance entre les collaborateurs et leurs managers. Donc, on a une politique de télétravail qui est relativement généreuse, puisque on demande aux collaborateurs d'être sur site 8 jours par mois, avec néanmoins énormément de règles qui encadrent cette souplesse pour justement s'assurer que tous les moments managériaux sont faits en présentiel. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important dans les règles, on va dire, de télétravail. C'est trouver le modèle qui correspond à son entreprise et à sa stratégie et à aussi ses difficultés et de l'ancrer dans les valeurs. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit souvent. Exactement. Et l'exemplarité ne se délègue pas. Ça, c'est une règle d'or pour les managers. Ne pas oublier que le management est une compétence et que dans beaucoup d'entreprises, des gens évoluent vers des postes de manager parce qu'ils étaient bons dans leur poste avant ou ils ont de l'ancienneté. C'est une erreur stratégique, une erreur RH que de faire évoluer des gens sur un poste de management en disant que c'est une espèce de finalité. Il y a des gens qui sont pas faits pour être managers et alors qu'ils étaient très bons dans leur poste d'avant, se retrouvent en difficulté. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très rapidement, mais c'est que les managers ont été vraiment oubliés et mis en difficulté depuis le Covid. Leur métier a considérablement changé et on part du principe que c'est un manager et donc tout retombe sur eux. Il n'y a qu'à faucon. Ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être accompagnés. Leur métier a évolué et c'est en effet une fonction stratégique pour l'entreprise en termes d'alignement, de valeurs, de résultats, de KPI, etc. Donc il faut vraiment investir sur les managers en termes de formation, d'accompagnement, parce qu'une grosse partie du succès de la qualité managériale, de la fidélisation des talents, de la productivité de l'entreprise repose sur ces fonctions managériales. Merci beaucoup. Il y a juste un dernier point que j'aurais aimé qu'on aborde avant de passer à la session de questions-réponses. On l'a évoqué très brièvement, je crois, c'est l'offboarding, puisqu'on on soigne beaucoup l'onboarding. Pourtant, parfois, les collaborateurs, même si on fait tout bien, ils partent pour plein de raisons différentes. Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que c'est important déjà de soigner l'offboarding et comment on fait?
Très rapidement. Alors, très rapidement, moi, je suis ce qu'on appelle un boomerang. Par exemple, chez Indeed, je suis parti et revenu. Il va y avoir de plus en plus de boomerangs comme ça dans les entreprises. Partez du principe que c'est pas grave. Beaucoup d'entreprises disent mais moi c'est une trahison, il est parti, il reviendra pas. Vous n'êtes pas mariés, c'est pas un couple, c'est pas grave. Et comme je dis que de plus en plus il y aura un vivier de candidats qui va s'amoindrir, ça fait partie de la vie. Et on peut très bien rejoindre une entreprise à un moment de sa vie et faire 2, 3 ans et rejoindre une autre entreprise, avoir besoin d'évoluer ailleurs, avoir besoin de voir ailleurs à un autre moment, c'est pas grave. Et au contraire, les gens qui partent bien, une fois de plus, laissent des avis positifs sur les entreprises. Donc en termes de marque employeur, c'est bon. Quelqu'un qui part bien peut continuer à être un super ambassadeur de l'entreprise et vous aider à recruter aussi. Donc bien faire partir quelqu'un, c'est aussi important que de bien le recruter, de bien l'intégrer. Je confirme, on a commencé à travailler sur le fameux offboarding et si je dois juste souligner un élément, c'est d'avoir là aussi des KPI de suivi, c'est-à-dire faire des exit interviews qui sont standardisés, donc où on peut derrière en tirer des stats et pouvoir se dire quelles sont les vraies raisons pour lesquelles les collaborateurs sont partis, parce que parfois on a des effets de halo et donc on dit ah bah ils sont partis parce que ils ont eu une rémunération plus attractive, mais en fait quand on creuse on se rend compte qu'il y avait peut-être des éléments dans le poste ou dans l'activité ou qui ne voyaient pas d'évolution. Donc, on a raté peut-être quelque chose dans la gestion de ce collaborateur. Donc, c'est vraiment important, encore une fois, d'avoir les bonnes données pour pouvoir agir et ne pas se dire « Ah, bah, c'est la vie, c'est le marché ». Et que ça serve aux autres. Voilà, exactement. Merci. Progression continue. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Place maintenant aux questions de l'audience. Alors, vous avez été nombreux à poser des questions pendant le déroulé de la table ronde. Très honnêtement, on ne va pas pouvoir toutes les prendre, mais donc je vous invite à voter si vous le souhaitez sur les questions qui vous intéressent le plus. Vous pouvez le faire à côté des questions. Voilà, vous avez des petites flèches. Je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé. Première question de Guylain. Quelles sont les méthodes qui permettent, dès le processus de recrutement, d'augmenter le taux de rétention des collaborateurs ? Je crois qu'on en a un peu parlé, Oui. mais c'est l'authenticité. C'est-à-dire que plus vous êtes clair en amont, moins il y a de surprises, positives ou négatives d'ailleurs. Pour le coup, les candidats aiment pas trop les surprises et découvrir des choses, donc faut être très clair. Et surtout, quand on a un process de recrutement qui est long, c'est tenir au courant le candidat. Il y a même des applis qui existent, où juste mettre en place un process, mais dire si entre le moment où on s'est dit oui, le moment où vous allez venir, il se passe 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Donc je pense que c'est ça qui est très important et pas partir du principe que c'est OK. Surtout qu'il y a une nouvelle tendance pour le coup, et c'est pas une tendance des US à chaque fois, une lubie, mais une nouvelle tendance qui arrive quand même, moi qui me pose problème, mais bon, on l'a eu de l'autre côté, côté recruteur, on commence à l'avoir côté candidat. Des candidats qui disent oui, oui, qui vous disent OK pour l'engagement, pas de problème, je commence tel jour à telle heure, mais ils disent aussi oui, oui, un autre employeur. Et donc si l'un des deux ne tient pas au courant, ne travaille pas ce lien qui commence à se construire, vous risquez de perdre aussi les candidats. C'est peut-être pas les meilleurs s'ils sont capables de vous faire ce genre de coup, mais pour moi, c'est vraiment important de maintenir le lien. Alors, si je pouvais rajouter une toute petite chose, je pense qu'il faut que l'entreprise soit très claire avec les managers, que quand ils se lancent dans un process de recrutement, ils font peut-être l'acte managérial le plus important qu'ils aient à faire dans le mois ou dans l'année. C'est recruter quelqu'un, c'est un acte majeur. Et malheureusement, on se rend compte qu'ils peuvent parfois être un peu pressés d'être sur d'autres sujets. Donc, c'est vraiment se poser et se dire, attention, je vais recruter quelqu'un. Donc, est-ce que je suis dans la bonne disposition d'esprit? Est-ce que je suis dans la bonne disposition d'écoute? Est-ce que j'ai bien compris le temps que ça allait me prendre et que je dois y consacrer pour le faire le plus sérieusement possible? Et ça paraît évident, mais on se rend compte au quotidien que parfois certains managers, en fait, le font on the top de 50 dossiers et c'est ah ouais, oui, c'est vrai, il est là, qui sait déjà, j'ai pas vu le CV et ça part pas forcément très bien. Un certain nombre d'études ont démontré que le niveau de stress quand on change d'emploi est le même que quand on vit un deuil ou quand on déménage. C'est juste pour remettre les choses en perspective, mais en effet, changer d'emploi, c'est impactant en fait. Donc quand on est manager ou recruteur et qu'on a l'habitude de recruter, on mesure pas l'importance que c'est pour le candidat que de changer d'emploi, de changer d'entreprise. Donc faut vraiment l'avoir en tête parce que c'est quelque chose d'important pour lui.
Merci. Merci pour cette première question. On a une autre question sur la transparence des salaires dans les offres d'emploi. Comment faites-vous pour partager un salaire alors que le salaire souvent dépend des compétences du candidat, de son expérience, et donc le salaire ne dépend pas que du poste, mais aussi du candidat. Bah, C'est clair dans la transcription. Ouais, c'est pour ça qu'on préconise une grille de salaire. Et de toute façon, la directive européenne qui a été votée, donc la France a jusqu'à 2026 maximum pour la mettre en application, c'était sur la parité homme-femme au départ. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des études qui sont faites chaque année, encore cette année. Une étude qui a été faite il y a quelques semaines démontre que pour le même poste, il y a en moyenne 25% d'écart de salaire proposé entre un homme et une femme. Et cette loi va imposer une transparence des salaires, c'est-à-dire une grille des salaires. Et souvent, moi, ce qui revient comme argument de la part des entreprises qui ont du mal à communiquer la rémunération sur les offres d'emploi, c'est de dire oui, mais déjà en interne, c'est pas très clair. Donc la difficulté, ça va être de travailler sur la transparence des salaires et donc d'avoir une grille interne. Et donc cette grille interne, elle peut dire que pour un même métier, en fonction d'un niveau de compétence, d'expertise, d'ancienneté, il y a des écarts de salaire qui se justifient. Et auquel cas, vous pouvez recruter quelqu'un qui vient de l'externe, qui va être un salaire supérieur à quelqu'un qui est là dans l'entreprise peut-être depuis 10 ans, parce qu'il a d'autres compétences, il va amener autre chose. Et puis, il y a aussi une part de négo. Après, c'est compliqué, hein, c'est vrai, mais de dire, bah oui, mais pour attirer ou faire venir ce type de candidat, bah ça coûte tant. Si je ne vais pas venir, je l'ai pas. Et donc, ça peut impliquer ou sous-entendre, dans un deuxième temps, et là c'est tendu, c'est des discussions sociales, de réajuster les salaires d'autres personnes, parce qu'il faut coller à la réalité du marché aussi, ça peut créer des tensions. Donc, transparence veut dire discussion, une fois de plus, alignement, courage managérial. Ouais. Non, c'est un beau sujet. Il faut travailler surtout sur des fourchettes parce que c'est vrai qu'il y a toujours une marge de manœuvre en fonction de l'ancienneté, enfin du temps sur le poste, la seniorité, etc. Et puis tant qu'on n'a pas fait son ménage en interne, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué d'être transparent en externe. Ouais. Donc là, je pense que tout le monde est dans cette aventure. Donc là, nous, on avance aussi là-dessus et ça sera de plus en plus facile. Merci beaucoup. On a une autre question sur une autre thématique cette fois qui est la santé mentale. C'est vrai que c'est un des grands enjeux de cette année et de l'année à venir dans la sphère RH. Alors attendez. L'accompagnement en santé mentale au travail est en grande demande. Qu'en sera-t-il en 2025 ? 67% des salariés quittent l'entreprise pour une raison liée à l'équilibre en santé psychique. Ouais. Alors ça a été déclaré grande cause nationale par feu notre futur ex-premier ministre. Mais au-delà de ça, je pense que ça va rester. Et même si c'est pas une décision politique, il y a un vrai sujet de fond. On vient de lancer une étude. Alors nous chez Indeed, à travers la marque employeur, on voit que c'est un sujet qui est très important. On parle beaucoup de sens et de bien-être au travail. Parfois c'est un terme un peu galvaudé. Il y a plein d'interprétations différentes. Et une fois de plus, pour les entreprises et les chefs d'entreprise, ça manquait de KPI. Et donc, pourquoi j'investirais dedans ? Qu'est-ce que ça me rapporte ? On a fait la plus grosse étude mondiale. On vient juste de sortir un rapport. On pourra mettre le lien, si vous le souhaitez, je vous le mettrai à disposition. On a fait une étude sur 25 millions de personnes pendant 4 ans dans 19 pays sur ce sujet du bien-être au travail et de la santé mentale. Ce qu'on constate, c'est que toutes les entreprises qui traitent ce sujet comme étant un sujet prioritaire ont un impact réel conséquent sur le turnover, sur la productivité. Et on a même fait un top 100 aux États-Unis, même si l'étude est mondiale, on a fait un focus aux US entre les performances économiques des entreprises et la valorisation boursière. Systématiquement, une entreprise qui fait de la santé mentale et du bien-être au travail un sujet central sont des entreprises qui sont plus productives, mais qui ont aussi gagné considérablement, quasiment 20 à 30% de capitalisation boursière en plus que leurs concurrents. Donc, si vous avez du mal à encore être convaincu, il n'y a pas photo. Parce que là, on voit, il y a eu pas mal d'études récentes, mais ça coûte cher à la société au sens large, que quand les gens sont pas bien, ils sont en arrêt maladie. Donc, ça coûte cher à la Sécu, ça coûte cher à la société, ça augmente les charges sociales. C'est compliqué pour une entreprise de s'organiser quand il y a de l'absentéisme, etc. Donc, c'est pas juste, je m'occupe pas de mes salariés et un peu comme tu le disais tout à l'heure, il y avait une frontière hermétique avant, c'est tes problèmes, tu les gardes chez toi. Quand tu es au travail, tu es au travail. Non, en fait, tout est un peu plus poreux. C'est quand je suis pas bien dans mon travail, ça se ressent dans ma vie perso.
Quand je suis pas bien dans ma vie perso, ça se ressent au travail. Donc, il y a quand même des frontières à garder, mais l'entreprise a quand même une part de responsabilité dans le bien-être de ses collaborateurs, ne serait-ce qu'au travail, puisque ça influence sur aussi la sphère perso et vice-versa. Oui, donc je pense que vous l'aviez compris, nous c'est un sujet qui est vraiment dans l'ADN de Manutan. Alors c'est pas parce qu'on fait déjà beaucoup de choses qu'on considère que voilà, ça suffit parce que c'est encore une fois, il faut être très vigilant. Donc nous on fait chaque année une enquête Great Place to Work sur lequel on a pas mal d'indicateurs sur ce sujet. Donc les résultats sont bons, ils sont même plutôt meilleurs, mais ça je pense que c'est grâce à notre politique de télétravail, parce que c'est moins de temps de trajet, donc moins de stress, possibilité de pouvoir s'organiser, avoir une flexibilité face aux petites aléas du quotidien qui, de rien, est plutôt bien. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on a d'autres éléments sur lesquels il va falloir en effet qu'on travaille, parce qu'on n'a pas de KPI sur la façon dont nos collaborateurs ressentent les changements d'organisation. Et là, nous, on a vu des petites alertes sur Great Place to Work, sur le fait qu'ils comprennent pas forcément toujours quand il y a un changement d'organisation. Donc, et on sait que tout changement d'organisation provoque un stress chez les collaborateurs. Donc, il faut qu'on soit encore meilleur dans la communication, l'accompagnement, le suivi, pour s'assurer que finalement tous ces éléments de changement ça peut être des changements de reporting, on passe sur une hiérarchie un peu plus matricielle, alors qu'avant c'était pas comme ça qu'on fonctionnait. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. Merci à vous tous aussi pour vos questions. Il y a encore beaucoup de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre et j'en suis navrée. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à continuer l'échange avec nos experts par la suite. De mon côté, avant de conclure, j'ai une toute dernière question à vous poser à tous les deux. Rapidement, s'il ne devait rester qu'une seule tendance en matière d'attractivité et de recrutement en 2025, ce serait laquelle? S'il faut faire court, moi je vais parler d'engagement. Vraiment, je crois que c'est un mot fort d'engagement, d'alignement à la fois côté candidat, recruteur, entreprise, valeur. Je pense que ça coche pas mal de cases. Et un mot qui revient souvent aussi, c'est la considération. C'est ce que demandent vraiment les candidats aujourd'hui. Au-delà de la rémunération, etc., un collaborateur, un candidat qui est considéré, ça fait vraiment la différence. Et les gens ont besoin de ça. Donc ça implique un peu d'individualisation du parcours. Ça implique de s'intéresser à l'autre. Et dans le monde dans lequel on vit, je trouve que c'est plutôt pas mal, ouais. Moi, je vais être un peu dans la même veine. Je pense qu'il faut passer du temps à donner du sens au travail. On a quelques indicateurs un peu macro en France qui montrent qu'il peut y avoir on va dire un désengagement et une non-compréhension de finalement à quoi ça sert. Et donc là, il faut que les entreprises elles se réarment et elles repassent du temps à expliquer leur vision, le pourquoi et quel est le rôle de chacun dans justement ce grand projet collectif, parce que travailler ça peut être épanouissant, travailler ça peut être un élément on va dire d'équilibre dans la vie des gens, donc il faut absolument qu'on investisse et qu'on n'arrête jamais de donner du sens au travail. Donc l'engagement, la considération et redonner du sens au travail, c'est des belles tendances de conclusion. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mon question, d'avoir été présents. Merci. Pour cette table ronde. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci également à toutes celles et tous ceux, oui, c'est ça, dans cet ordre. À tous ceux qui nous ont suivis en direct, merci pour toutes vos questions et pour votre attention. Je profite juste de cette conclusion pour rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'ils peuvent vous retrouver, Eric et Caroline, dans le cahier de Tendance RH 2025 dans la rubrique attractivité et recrutement, au sein duquel vous prenez la parole. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à feuilleter ce cahier de tendance et à le découvrir. Toutes les infos sont sur le site de Parlons RH. C'est un très bel ouvrage. C'est pas juste un cahier de tendance. Hein. C'est un bel objet. C'est un très bel objet. Ouais. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt. Et bon appétit.